18h à Alger, c'est l'heure d'édition spéciale. Soyez les bienvenus sur Al24 News. Très heureux de vous retrouver pour une demi-heure de débat et de décryptage de la situation économique qui prévaut en Russie et en Europe. Et ce, à la suite du maintien des sanctions imposées par l'Union européenne à l'encontre de Moscou. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l'a annoncé hier à l'occasion de son discours sur l'état de l'Union. Les fameuses sanctions économiques seront reconduites pour un nouveau cycle, une politique qui, selon certains observateurs, ne semble pas si efficace que cela sur le plan géoéconomique, tandis que d'autres observateurs estiment que les 6 trains de sanctions ont plus ou moins fini par amocher l'économie russe. Une économie, forcée de le constater, qui tient le cap et affiche une certaine résilience grâce au monopole énergétique exercé par Moscou sur Bruxelles. Alors pour tenter de démêler le vrai du faux, j'aurai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Monsieur Jacques Sapir. Vous êtes économiste, spécialiste de la Russie et directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Bonsoir à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Nazim Sini sera également avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant en économie à l'Université Aix-Marseille en France. Je vous dis bonsoir à vous également. Bonsoir et merci pour votre invitation. Je le disais donc en préambule, Ursula von der Leyen qui annonce la reconduction des sanctions vis-à-vis de la Russie. Le tout dans un contexte économique des plus brûlants sur le vieux continent, marqué essentiellement par l'explosion des prix de l'énergie. Explication dans ce sujet signé Mohamed Wali Ben Chaban. Frappé par 6 vagues de sanctions depuis le début du conflit russo-ukrainien, la Russie et son économie font de la résistance. Les Occidentaux refusent de faire machine arrière et décident de maintenir les sanctions contre Moscou. La Commission européenne réitère son soutien à Kiev. Je veux être très clair. Les sanctions sont là pour rester. L'heure est à la résolution et non à l'apaisement. Cela doit être très clair. Ma chère Olena Zelenska, il vous a fallu un immense courage pour résister à la cruauté de Poutine, mais vous avez trouvé ce courage et une nation de héros s'est élevée. S'agissant de l'envolée des prix de l'énergie en Europe, due à la guerre qui pèse sur l'économie du continent, des solutions ont été proposées. C'est pourquoi notre proposition inclut également les producteurs d'électricité à partir des combustibles fossiles, qui doivent apporter une contribution de crise. Au total, nos propositions permettent aux États membres d'obtenir plus de 140 milliards d'euros pour amortir directement le choc. Ce sont les mesures d'urgence et temporaires sur lesquelles nous travaillons, y compris notre discussion sur le plafonnement du prix du gaz. Pour l'avenir, l'Union européenne compte engager une réforme complète et en profondeur de son marché énergétique afin d'alléger les coûts de l'électricité, mais aussi pour atténuer l'influence dominante du gaz. Sans plus attendre, donc, place au débat et l'on va commencer avec vous, Monsieur Sapir. Qu'est-ce qui pousse l'Europe, selon vous, à continuer dans cette politique de sanctions ? Des raisons idéologiques. Il y a aussi la poursuite de la guerre, il faut quand même le dire, le rappeler. Mais il y a, d'une certaine manière, une forme d'aveuglement à la situation, puisque l'on sait très bien qu'il n'y a pas de source de substitution à court terme au gaz russe. Les capacités de transformation du GNL sont largement insuffisantes et il faudrait tripler, à peu de choses près, les volumes de GNL qui sont actuellement reçus et transformés en Europe si on voulait pouvoir remplacer le gaz russe. Donc, oui, il y a un problème de cohérence sur ce point dans la politique de l'Union européenne. Très bien. Nazim Sini, les avis divergent justement quant à la capacité de l'économie russe à endiguer ces chocs à répétition. Pourtant, l'on a l'impression que la Russie s'en sort à chaque fois avec le moins de dégâts possible. Qu'en pensez-vous ?
Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, la plupart des analystes et des experts économiques avaient sous-estimé la résilience de l'économie russe. Il faut savoir que la Russie, d'abord, repose sur des fondamentaux extrêmement intéressants et extrêmement résilients, puisque il y a un héritage industriel très important de l'époque soviétique, même si les capacités de production et la désindustrialisation russe a suivi son chemin durant les années 90, mais il faut savoir qu'il y a un complexe en Russie, un complexe militaro-industriel extrêmement important, très exportateur. C'est aussi une puissance énergétique vraiment qui règne sur à cheval, j'allais dire géographiquement, sur deux continents, entre l'Europe et l'Asie. Et aussi la Russie, de par sa capacité d'anticipation, a réussi à diversifier ses fournisseurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, autant les Européens tentent de réduire leurs approvisionnements de la Russie, et la Russie également tente de trouver d'autres clients, et notamment être moins dépendant de l'Europe et de l'Allemagne, qui, il faut le rappeler, est son second client au niveau énergétique. Aujourd'hui, la Russie vend ses matières premières à l'Asie, principalement à la Chine, oui, à l'Inde également, mais aussi à un tas de pays d'Amérique latine, aussi en Afrique, mais aussi en Asie du Sud-Est. Et à des pays européens, faut-il le rappeler. Oui, et aussi accessoirement à des pays européens, oui, effectivement. Mais si vous voulez, aujourd'hui, la Russie est entrée dans un nouveau paradigme et effectivement, elle souhaite sortir de elle aussi, de cette dépendance vis-à-vis de ses clients européens, parce qu'elle sait qu'elle est rentrée dans un conflit politique plus que militaire qui va être extrêmement long et surtout pour lequel nous n'avons pas de visibilité actuellement. Donc même côté russe, on essaye aussi tant bien que mal de diversifier ses clients, de tenter aussi de diversifier son économie, parce qu'il faut savoir que la Russie fait partie de ces pays-là producteurs de pétrole, oui, et de gaz, tentent de diversifier leur économie, un peu à l'image des défis qui se posent à l'ensemble des pays producteurs de pétrole comme ceux de l'OPEP. Et il faut rappeler aussi que la Russie a une industrie minière très importante, elle est présente dans le domaine de la construction navale, de l'aéronautique, vraiment dans des technologies de pointe qui sont des produits facilement exportables. Et il faut rappeler aussi que c'est un marché intérieur, la Russie, qui est extrêmement important, 140 millions d'habitants, un PNB très élevé au niveau de la Russie, et je pense que c'est un pays qui a de très bons fondamentaux, et j'aimerais finir là-dessus, c'est aussi, et ça c'est un concours de circonstances, la Russie jouit aussi d'une conjoncture actuelle qui lui est favorable avec une explosion des coûts de l'énergie. Très bien. Jacques Sapir, vous évoquiez tout récemment la publication de l'Institut de statistique de la Russie, d'Irostat, des dernières données sur l'économie russe, donc parues le 31 août, incluant les données du mois de juillet. Et est-ce qu'on est en mesure justement d'évaluer avec précision l'impact de ces sanctions sur l'économie russe? Si oui, quel est-il? Alors, oui, il y a eu un impact des sanctions, c'est tout à fait évident, et on voit que la production russe a régressé à partir de fin mars, début avril, et elle a, d'une certaine manière, touché le fond au cours du mois de juin. Depuis le mois de juin, l'effet des sanctions est en train de se réduire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, d'une part, la récession induite par ces sanctions sera relativement faible. Oui. Même si on restait au niveau que l'on avait atteint au mois de juillet, c'est-à-dire à moins 3%, compte tenu de l'acquis de croissance précédent, on serait autour de moins 2%. Et comme nous avons toute une série d'autres indicateurs, comme le fret ferroviaire, comme la consommation d'énergie en Russie, qui montrent que la production est en train de récupérer du choc des sanctions, eh bien, on peut penser qu'on sera plus probablement moins 1,5%, et qu'il n'est pas impossible que l'on retrouve la croissance au premier semestre de 2023. Donc ça, ce sont des points extrêmement importants. Très bien. Nazim Sini, dans son discours sur l'état de l'Union prononcé hier, Ursula von der Leyen a déclaré, je vais la citer, « Depuis le premier jour, l'Europe se tient aux côtés de l'Ukraine en fournissant des armes, en mobilisant des fonds, en ouvrant ses portes aux réfugiés et en imposant les sanctions les plus lourdes que le monde ait connues. Le secteur financier de la Russie
est à bout de souffle. Nous avons coupé les 3/4 du secteur bancaire russe des marchés internationaux. Près d'1 millier d'entreprises d'envergure internationale ont quitté le pays. Fin de citation. Nazim Seni, est-il aujourd'hui naïf de penser que ces sanctions ne sont pas efficaces ? Non, pas du tout. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que pour que des sanctions soient efficaces, il faut qu'elles touchent en plein cœur l'industrie ou le système économique du pays qui est visé. Or, aujourd'hui, si l'on veut atteindre la Russie et avoir un impact, on va dire, conséquent, il faudrait, pénaliser son industrie minière et son industrie gazière et pétrolière. Or, ce n'est pas le cas. Il aurait fallu, dans ce cas-là, que l'Europe stoppe ses achats, comme ce qui était à un moment prévu, on va dire, dans les couloirs de Bruxelles, c'est ce qui se murmurait à l'époque, c'est-à-dire l'arrêt total des achats de tout gaz et de tout pétrole provenant de Russie. Mais vous savez, le modèle économique russe a été bâti justement autour de l'exploitation des ressources de matières premières. Oui. Ce qui fait que ces sanctions, même si elles ont un impact, c'est un impact limité. C'est ça elle est là la réalité. Aujourd'hui, il y a 1000 entreprises qui quittent la Russie, vous savez, la Russie, malgré que ce soit un pays qui est internationalisé, n'a pas une économie totalement libéralisée comme les États-Unis ou comme l'Europe. Donc, de par la conception et les fondamentaux de son système économique, ces sanctions-là vont avoir forcément un impact, mais moi j'estime que c'est un impact à la marge, ou du moins, comme le disait M. Sapir, c'est-à-dire que les effets de ces sanctions vont être rattrapés très rapidement. Et j'allais vous dire, pour conclure, vous savez, la Russie va passer par ces fameux 3 R, ce que j'appellerais la phase de ralentissement, de résistance et puis de rebond. Et c'est exactement ce qui va se passer en Russie. Il va y avoir, sur la période de 2022, un léger fléchissement de l'économie. Il va y avoir une phase de résistance si les prix des matières premières restent à leur niveau. Et puis une phase de rebond que j'estime à peu près à fin 2023, voire 2024. Et vous verrez que finalement, on est en train de renforcer les fondamentaux de l'économie russe, surtout que depuis que la Russie a décidé de libeller la vente de ses matières premières en roubles, on est en train de renforcer la monnaie russe. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça avantage la Russie au niveau de ses importations. Très bien. Professeur Sapir, j'ai envie de vous retourner la même question car j'ai envie d'avoir votre avis. Est-il aujourd'hui naïf ou réaliste de penser que ces sanctions ne sont plus efficaces ? Alors, les sanctions, d'une certaine manière, n'ont jamais eu l'efficacité qu'on leur prêtait. Ça, c'est un point important. Bien sûr qu'elles ont eu un effet, mais cet effet a été relativement réduit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est de regarder comment va se dérouler la suite de l'histoire. Or, on voit que la Russie est en train ou a déjà passé toute une série de contrats avec des entreprises, que ce soit des entreprises chinoises, des entreprises indiennes, des entreprises de la Malaisie aussi, pour obtenir les produits dont elle a besoin. Et ça, c'est très important, c'est-à-dire que la Russie est en train de s'adapter, et elle est en train de s'adapter à un monde dans lequel l'Europe est devenue insignifiante. C'est extrêmement important à comprendre. Alors, bien sûr, la croissance russe va en subir des conséquences. Je rappelle que la croissance russe était, au début de cette année, sur une pente de 3,5 à 4%. Je pense que la croissance russe, si elle reprend en 2023, sera plutôt sur une pente de l'ordre de 1%, voire 1,5%. Mais néanmoins, ce qui est en train de se passer, c'est bien un espèce de basculement de fait de la Russie hors de l'économie occidentale. Et ça, c'est quelque chose que les Russes ont prévu depuis maintenant à peu près 10 ans. Si vous relisez la fameuse stratégie énergétique à l'horizon de 2030, qui avait été publiée en 2010-2011 à Moscou, qui est un document qui est parfaitement ouvert, qui est accessible à tous, eh bien, vous auriez pu lire que la Russie se donnait comme objectif de faire, grosso modo, les 2/3 de ses exportations d'énergie vers l'Asie et non pas vers l'Europe. Très bien. Donc, ça veut dire qu'elle avait, d'une certaine manière, anticipé oui. Ce qui est en train de se passer actuellement.
Très bien, je reste avec vous, professeur Sapir. Justement, cet effet limité des sanctions européennes ne risque-t-il pas à terme de braquer les populations contre leur gouvernement dans les différents pays européens? Et est-ce que la population russe, de son côté, pourra continuer à supporter le choc si le chômage et l'inflation venaient à s'inviter dans cette partie? Alors, la population russe va tenir le choc, d'abord parce que le chômage y est très faible, hein, si vous voulez. Il est actuellement à 3,9% de la population active. On pense qu'il va passer autour de 4 ou de 4,1% au mois d'août ou au mois de septembre. Bon, ça reste des niveaux qui sont extrêmement faibles. L'inflation est en train de baisser aujourd'hui. Alors, bien sûr, il y a eu un pic d'inflation à 22%. Aujourd'hui, l'inflation est plutôt de l'ordre de 15% et elle est estimée de l'ordre de 5 à 7% pour la prochaine. Donc ça, ce sont des niveaux qui sont parfaitement gérables pour un pays. Après, en Europe, c'est bien là où va se poser la véritable question, hein, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'ensemble des analystes anticipent une récession plus ou moins sévère, suivant les pays, en 2023. C'est en particulier un pays comme l'Allemagne qui est là directement visé. Très bien. Nazim Sini, si résilience russe vis-à-vis des sanctions européennes il y a, quel en serait le secret, une préparation en amont, comme vient de le dire le professeur Jacques Sapir, ou plutôt des fondamentaux solides, des fondamentaux que vous avez évoqués auparavant? J'allais vous dire les deux, et puis j'allais rajouter aussi l'adaptabilité. Je veux dire, c'est ça qui est extraordinaire avec l'économie russe, c'est sa capacité d'anticipation, d'encaissement des chocs, donc des chocs externes, sa capacité de s'adapter aussi à des changements internationaux, à des bouleversements au niveau de l'économie mondiale. Et puis il faut savoir que la Russie a toujours été un grand acteur au niveau international, que ce soit dans le domaine maritime, que ce soit dans le domaine, comme je l'ai dit, des matières premières. Aussi, c'est un très grand exportateur et un producteur de betteraves, de blé aussi. Donc ce qui fait que dans votre question, nous avons les deux réponses, à savoir qu'il y a eu cette faculté d'anticipation, je pense, de l'exécutif russe, mais aussi des fondamentaux économiques qui sont assez solides et qui jouissent aussi d'une conjoncture qui leur est complètement favorable. Il ne faut pas oublier, parce qu'on occulte un peu cette parenthèse de notre histoire, mais on sort quand même d'une pandémie qui a duré 2 ans, qui a complètement déstructuré. Voilà, qui a complètement déstructuré l'industrie asiatique, le transport international, et la Russie a réussi à rebondir par rapport à cette phase de pandémie. Et aujourd'hui, elle est dans une, j'allais dire, une parenthèse historique qui lui est complètement favorable. Donc, il n'y a pas à proprement de secret, j'allais dire, une très bonne gestion de ce conflit qui, j'espère, ne va pas effectivement perdurer, parce qu'au final, sincèrement, ces tensions-là vont venir un peu plus exacerber, j'allais vous dire, un climat anxiogène qui pèse sur le monde entier. Et je vous ai dit, après 2 ans de pandémie et plus de 10 millions de morts, je pense qu'il serait temps pour les belligérants, ou du moins les parties, de retrouver le chemin de la négociation. Très bien, Monsieur Sini. Jacques Sapir, l'Union européenne qui se débat toujours avec ses problèmes d'énergie et qui s'attend à vivre un hiver difficile. Est-ce une fuite en avant, Monsieur Sapir, de reconduire les sanctions, ou au contraire, est-ce que cela répondrait-il à une conviction économique profonde de la part des Européens? Alors oui, c'est très certainement une fuite en avant. C'est très certainement une fuite en avant. Après, les décideurs peuvent vivre dans l'illusion que ces sanctions vont avoir un effet peut-être l'année prochaine, peut-être dans 2 ans, mais elles ne répondent pas à leur objectif. Il faut toujours se rappeler que les sanctions avaient comme objectif d'amener la Russie à arrêter les opérations militaires qu'elle mène actuellement en Ukraine. Oui. Bon, et là, c'est un échec total. Chose qui ne s'est pas produite après 8 mois de conflit militaire. Bien sûr, Ouais. bien sûr. Bon, donc, en fait, aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de la fuite en avant, avec des problèmes extrêmement graves qui sont déjà en train de se manifester pour l'industrie allemande. Vous avez une grande entreprise de la métallurgie
ArcelorMittal, pour ne pas la nommer, qui va sortir d'Allemagne parce qu'elle dit que dans les conditions actuelles, eh bien, on ne va plus pouvoir faire de la métallurgie en Allemagne. Il y a déjà près de 1200 entreprises allemandes qui ont dû arrêter leur activité. Et c'est un chiffre qui augmente quasiment tous les jours. En France, aujourd'hui, c'est à peu près 200 entreprises qui sont à l'arrêt, mais il y en a beaucoup plus qui sont aujourd'hui extrêmement inquiètes quant à leur comptabilité, tout simplement parce que la hausse des prix de l'énergie va avoir un effet tout à fait dévastateur dans des secteurs comme la métallurgie, la plasturgie, la chimie et la pétrochimie, justement. Donc, tout ceci va être très, très lourdement impacté par la situation actuelle et on va voir très probablement les industries de l'Union européenne piquer du nez à partir du mois de novembre ou du mois de décembre et connaître leur point le plus difficile, très probablement fin février ou en mars. D'ores et déjà, le Fonds monétaire international prévoit une récession de moins 1,5% au niveau de l'Allemagne. Je pense que le Fonds monétaire international, sur ce point, est malheureusement optimiste. Pour la France, vous savez que le gouvernement espère que la France maintiendra une croissance, ou en tous les cas évitera d'entrer en récession l'année prochaine. Oui. Je pense que là, le gouvernement se trompe et que nous serons, nous aussi, en récession, ne serait-ce que parce que nos principaux voisins, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Belgique, seront eux-mêmes en récession. Dans cette situation, l'économie française ne peut pas aller bien. Donc, on va être dans une situation où, économiquement, on aura de gros problèmes, mais en plus, nous aurons une population qui sera lourdement touchée, même si en France, on a mis en place les différents boucliers tarifaires qui vont d'une certaine manière amoindrir le choc, mais néanmoins, ce qui est prévu pour le début de l'année prochaine, c'est une augmentation des prix de l'énergie, du gaz, de l'électricité de 15%, et ça va faire très mal sur les ménages les plus modestes. En Allemagne, qui n'a pas adopté cette stratégie du bouclier tarifaire, on devrait plutôt avoir des hausses de l'ordre de 50 à 60%. Donc là aussi, on aura très certainement des mouvements sociaux importants, non pas maintenant, mais très probablement à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine, disons dans le premier trimestre 2023. Très bien, Monsieur Sapir. Et avant de poursuivre le débat, j'aimerais porter à votre connaissance une information. Alors, les patrons donc du schiste américain qui ont déclaré, aujourd'hui c'est une information rapportée par le magazine Financial Times, qui ont déclaré donc ne pas pouvoir continuer dans le même rythme d'approvisionnement du gaz de schiste vis-à-vis de l'Europe. Je vais vous lire une déclaration de Will Van Loo, responsable du groupe de capital Investment Quantum Energy Partners. C'est l'un des plus gros investisseurs de la zone de schiste. Eh bien, Monsieur Van Loo a déclaré « Ce n'est pas comme si les États-Unis pouvaient pomper beaucoup plus notre production est ce qu'elle est », en sachant que la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, avertit cette semaine que l'embargo pourrait provoquer une flambée des prix du pétrole. Et là, je m'adresse à vous, Monsieur Sini. Est-ce que vous pensez que les Américains peuvent lâcher justement les Européens avant l'hiver prochain ? Ah bah totalement, vous savez, la doctrine américaine a toujours été America First et ça ne date pas de Trump. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si les intérêts américains sont menacés, voyez-vous, ils vont se retourner, ils vont s'ostraciser et plutôt assurer leur approvisionnement et tenter de maintenir leur croissance. Parce que vous savez qu'aux États-Unis aussi, ils sont victimes d'une inflation très forte qui avoisine les 9 voire les 10%. Les dernières prévisions de la Fed, donc de la Banque centrale américaine, font état peut-être d'une inflation qui pourrait osciller autour de 10 voire 11%. Alors
la différence entre l'Europe et les États-Unis, c'est que les États-Unis, c'est une inflation qui est quelque part, je vais vous dire, liée à une surchauffe de l'économie suite à la reprise post-Covid, ce qui est totalement différent de l'Europe, qui est, elle, une inflation importée liée au prix de l'énergie. Mais pour revenir à votre question, fondamentalement, je pense très sincèrement qu'aujourd'hui, les Américains, hormis des déclarations de bonnes intentions, n'hésiteraient pas à tout moment à lâcher leurs partenaires européens, comme ils ont pu le faire par le passé d'un point de vue politique ou même économique. Donc aujourd'hui, on rentre, si vous voulez, dans une forme j'allais dire, d'individualisme et de protectionnisme d'un nouveau genre qui consiste à vouloir protéger ses citoyens, protéger ses avantages compétitifs et le devoir de solidarité lié à un allié historique comme l'Europe, ben aujourd'hui, il est complètement aliéné, voire il disparaîtra complètement si les intérêts économiques des États-Unis sont menacés. Jacques Sapir, si ce scénario catastrophique au demeurant venait à se produire, quelles sont les alternatives qui restent à l'Europe justement en matière d'approvisionnement en gaz essentiellement? Mais justement, le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative à court terme. Si vous voulez, le volume du gaz qui arrivait par les gazoducs russes est le triple du volume du gaz qui arrivait par le GNL, si vous voulez, alors qui venait de différents endroits. Bon. Et là, le goulot d'étranglement, c'est essentiellement les installations de regazéification du GNL. Donc, même si l'Europe pouvait acheter 3 fois plus de GNL que ce qu'elle achetait auparavant, elle ne pourrait pas le transformer, elle ne pourrait pas l'utiliser. Et ça va durer pendant au moins 3 ans. Ajoutons en plus qu'il faudrait construire des méthaniers supplémentaires. Bon, ces méthaniers supplémentaires, évidemment, on peut les commander dans différents pays, mais ils ne vont pas se construire dans l'immédiat. Donc là encore, on a un délai de 3 à 4 ans qui va certainement être incompressible. Et donc, c'est ça le problème. Bien sûr que l'Europe peut trouver des formes alternatives d'énergie dans le moyen terme, disons à 5 ans, à 10 ans. Elle peut parfaitement se passer du gaz russe, au moins en volume. Mais dans le court terme, hein, si vous voulez, pour 2023, 2024, voire pour 2025, c'est impossible. Après, vous avez un autre problème. Admettons que l'Europe se fournissent pratiquement exclusivement en GNL et n'utilisent plus du tout de gaz venant des gazoducs. Ça va avoir un coût, parce que vous savez que le GNL coûte beaucoup plus cher que le gaz des gazoducs. Coûte environ un tiers à 40% plus cher. Ça dépend des installations. Et là, à ce moment-là, toute une série d'industries vont cesser d'être rentables en Europe. Donc, ça pourrait être un espèce de choc de désindustrialisation sur l'Europe qui pourrait être tout à fait dramatique. Et ça va concerner, évidemment, ça va concerner aussi la chimie, ça va concerner la plasturgie, enfin, toutes les activités qui sont de grosses consommatrices d'énergie. Donc, il faut avoir ça aussi en tête, et c'est pour ça que je dis que l'Union européenne, là, s'est lancée dans une fuite en avant irresponsable, parce que non seulement elle va mettre en question la survie des économies à 6 mois, si vous voulez, mais d'une certaine manière, si on regarde à 3 ans, 4 ans, 5 ans, la hausse des coûts qu'impliquera la substitution du gaz russe par d'autres formes d'énergie va être extrêmement dommageable à la structure même de l'industrie européenne. Très bien, merci Monsieur Sapir. Monsieur Signy, on va conclure cette émission avec vous. Donc, dernière question, est-il aujourd'hui concevable de penser que l'Europe et la Russie puissent continuer à se regarder en chien de faïence, justement, de cette manière sur le plan économique, en risquant de perdre une partie de leurs intérêts publics ou privés?
Honnêtement, je vais vous dire non, non, ce n'est de l'intérêt de personne parce que vous savez, aujourd'hui, on vit dans une époque où la mondialisation est prégnante et a pris toute la place dans nos modes de vie, dans notre façon de concevoir nos échanges sociologiques, économiques, culturels. Donc, non, moi, je pense que d'abord, l'Europe serait la plus perdante des deux, clairement, compte tenu des fondamentaux de la Russie. Et je pense que là, il s'agit plus d'une partie d'échec. Où on va voir celui qui va avancer ses meilleurs pions ou celui qui va finalement prendre le plus j'allais vous dire, de pions. Mais honnêtement, à terme, il en va de l'intérêt d'aucune des parties de continuer à poursuivre ce conflit. Voilà, donc j'espère très sincèrement qu'on trouvera une issue favorable à ce conflit qui est avant tout politique, il faut le rappeler. Très bien, et ce sera donc le mot de la fin d'édition spéciale. Nous remercions chaleureusement nos experts du jour, Jacques Sapir et Nazim Sini. Nous vous remercions également de nous avoir suivis. Édition spéciale revient dès demain pour un nouveau sujet d'actualité. D'ici là, restez fidèles à L24 News.